Très bien. Ça fait plus, On va se voyer. On va se voyer, mais par On contre, voit Monsieur Bijard. Monsieur Bijard, Monsieur Rival. Voilà. Mais alors, par contre, moi, je vais te la faire quand même à la mode carnaval. Ouais. Parce que souvent, D'accord. c'est carnaval, donc on se tient comme ça au Ouais. carnaval. Mais du coup, on va Mais penser c'est comme tu le connivence, sens, là. On va penser- Non, c'est carnaval, donc Ok. je connais pas forcément. Du coup, ça peut faire une petite introduction sur le Nord, tu vois. Ah, pourquoi pas. Ouais, c'est bien, c'est bien. Salut les randonneurs, je suis avec mon biloute. Bonjour, Je vais moi je suis tutoyer, pilote c'est pas- aussi. C'est pas possible. Il arrive On pas. se voit, t'imagines. Monsieur Rival. Je pensais que tu serais offusqué en fait quand je t'ai dit Monsieur ça. Rival, non, très bien. Même pas. Monsieur Même pas, Rival. c'est pas possible. Par contre, pour être dans l'axe de la caméra, puis comme Ouais. c'est Dunkerque en ce moment, Ouais. on se tient comme dans les bandes. Donc moi, je te tiens par le bras comme ça on se perd pas. C'est très bien. Hein? Nous sommes à Marseille, presque dans la nature. En tout cas, on a trouvé un petit bout de nature, juste à côté du séminaire qu'on va passer ensemble pendant 2 jours, Au cœur de la ville marseillaise. au cœur de la ville marseillaise. C'est le moment où j'inverse la caméra et c'est le moment où tu nous décris la scène. Donc, où sommes-nous? Nous sommes à Marseille, Ouais, à la Belle de à Mai. 1000 km du nord. Ouais, ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand un Tourangeau d'origine, ch'ti d'adoption depuis 20 ans, 30 C'est ans, ça, 30 ans, rencontre un Nantais vendéen pyrénéen, où est-ce qu'ils se rencontrent? Marseille. À Marseille, c'est logique, c'est totalement logique. Naturel. Ça fait 18 mois qu'on pensait à trouver une date. Eh ben, on l'a. On l'a, ça y est. Pour parler de ton livre « De l'ombre à la lumière du Nord », tu viens, tu marches ou pas? Ah oui, parce que ça Je s'appelle suis. les randonneurs. Hein. Oui, il faut qu'on marche. Ouais, oui, On n'a pas obligé. beaucoup de place pour marcher. Hein. T'as signé un contrat. On a un petit parc, donc on va Ouais, c'est ça. On va marcher très lentement Voilà, pour faire le tour du parc. à la vitesse de la promenade de santé. Et en l'occurrence, ce bouquin, même si tu n'aimes pas le foot, toi qui nous suis, tu vas te réconcilier avec le foot parce qu'il montre un visage humaniste du foot, je trouve, au travers. J'adore, c'est la première fois qu'on me dit ça. C'est pas vrai. Humaniste. T'as fait 75 interviews? Ben oui, mais on On m'a te l'a pas dit déjà dit. un monde humaniste, footballistique. Ouais. C'est pas très. Oui, ça fait un peu. Ça choque un peu ouais. aujourd'hui dire humaniste. Comment dans on dit, le football, oxymore, c'est ça? on dit plutôt On dit, je sais l'argent, on dit plutôt la manipulation, on dit plutôt le trafic, on dit plutôt. Enfin bon, surtout ce qui se passe en ce moment. Et un livre apprenant. Et donc un livre qui dit humaniste, waouh, cadeau. Et j'ai appris plein de choses parce que pourtant je connais un peu ton univers, je connais ton fonds de commerce en quelque sorte, des points forts, Ouais. s'appuyer sur les points forts. Et c'est une super illustration. Et malgré ça, j'ai appris plein de choses. En tout cas, ça m'a moi replongé dans mon enfance de fils de footballeur. Canaries, toi. Du premier match, les Canaries, auquel tu fais une belle place d'ailleurs dans le bouquin. C'est bien, sans Oui. rancune. Non. Sans rancune. Parce qu'on peut, hein. Sans rancune aucune. Moi, mon premier match, j'avais 6 ans, c'était Nantes-Lens, c'était au stade Marcel Sopin à Nantes. Et ça m'a rappelé, voilà, plein de souvenirs comme ça. Tu Donc, sais qu'il y a 3 clubs rien que pour en ça, France, merci. 3 clubs en France qui sont connotés avec leurs couleurs. Uniquement 3. Les Canaries de Nantes, les Verts de Saint-Étienne et les 100 et Or de Lens. C'est vrai. C'est les seuls. C'est Les vrai. autres, même Paris, même Marseille, même tous ces. On parle pas des couleurs de leur maillot. Et des centres de ces trois-là, formation. oui. Donc tu vois, à Nantes quand même. Le pitch, c'est le récit romancé du consultant qui coach le coach du RC Lens. Le coach du coach. Le C'est coach joli, du hein. coach. Ouais, c'est un coach au carré Ouais. en 1998. Donc avant la belle victoire des Bleus, il y a eu la belle victoire des 100 et Or. Et tu y as contribué. C'est l'histoire d'un rêve en fait. Hein. Bah, C'est je crois l'histoire que c'est d'un des rêve de ailes- travailler avec le monde du sport. C'est des rêves qui s'entrechoquent, en fait, l'histoire du livre en plus. Parce que c'est le rêve de Gervais Martel, le président, qui rêve que cette région soit vue autrement que comme simplement enfin, le Nord. Hein. Le Nord, c'est les misérables, c'est la tristesse. Et lui, il voulait vraiment que le Nord soit reconnu par quelque chose de plus sympa. C'est le rêve d'un coach qui n'a jamais été champion de quoi que ce soit. Première année en tant que coach pour un club qu'il n'a jamais été. Il dit moi je vais l'être, champion. Bon. Et puis c'est le rêve de le mien, parce que de pouvoir... moi quand j'étais petit, je voulais être champion. Il y en a qui Champion veulent dans être le judo. président. Ouais, moi je voulais être champion. Ouais. Dans le sport, je l'ai été, puisque j'ai accompagné des champions. Et j'ai permis à des champions, des footballeurs de devenir champions. C'est quand même magnifique. Donc voilà. C'est Donc, classe. Hein. Donc c'est trois rêves qui s'agglutinent ensemble. Alors, on laisse le soin au lecteur de découvrir la suite. La fin, on peut la donner. La fin, on la connaît en fait. C'est comme Lens est Titanic. champion. On connaît déjà la fin du bouquin. Non, la rencontre, je pensais à la rencontre avec le coach du RC Lens qui est quand même très particulière. Ah ouais. On peut dire déroutante. Je pense que ce qui est déroutant, c'est qu'au départ, il n'a pas envie de me rencontrer.
Il est un peu pas forcé. Tiens, mais viens par dans son le soleil, dirigeant. ne reste pas dans l'ombre. Attention, il y a un Marseillaise. obstacle derrière. Ah oui, Voilà. il y en a qui bossent pendant Ouais. que on Et bavarde. donc, je pense que c'est son boss. C'est le courage managérial du dirigeant d'ailleurs qui dit tiens, je vais faire rencontrer quelqu'un. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, je rencontre cet homme qui me dit en 3 minutes, ben, je vous accorderai 30 minutes demain et puis on verra la suite. Et puis c'est tout. Et ça a duré 6 heures. Et en fait, ça a été une forme d'alchimie totale entre lui et moi, magnifique. Et on savait qu'on avait besoin l'un de l'autre, mais on ne savait pas comment. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé en fait. On a appris l'un et l'autre de ce qu'on pouvait s'apporter mutuellement. Lui pour le sport, moi pour le management, la communication, et c'est ça qui a été magique. Ça va, lui, il savait pas à ce moment-là. Oui, il savait pas, mais, Mhm. mais pendant cet échange de 6 heures, là, ça a été. Il a bien compris que je connaissais rien au football, et ça, je pense que ça l'a rassuré. Ah oui, Je pense ça que l'a c'est- rassuré. Ouais. Bah oui, parce que je pense que d'ailleurs, c'est le cas aussi de notre métier de consultant. C'est que si on connaît mieux le métier des gens qui le font, ils auront besoin de nous. Hein. Ouais, ouais, Donc, bien par sûr. contre, Donc tu n'étais pas en concurrence. bah voilà. Du coup, D'ailleurs, j'ai- t'as une- j'allais- En parlant de concurrence, pardon de te couper, vas-y. Vas-y. Tu as une façon de t'asseoir particulière, tu ne t'assois pas pile en face de lui. Volontairement. Ouais. Alors oui, mais Ça parle c'est de quoi, c'est ça des vieilles techniques de communication. Ouais. Parce que si tu t'assieds en face à face, bah là, comme si. Bah, regarde, si on le fait en tous les deux, par exemple, Mm. là, on est face à face. Ouais. Quelque part, il y a une confrontation possible entre nous. C'est ça. Si on se met en triangle comme ça, ce qui veut dire que si tu es toi là et toi là, on va former un triangle et le propos, c'est le triangle. Et donc, c'est volontairement pour ça que je me mets un petit peu en décalé pour qu'on puisse ensemble parler. Parce que en plus, j'écris, il voit ce que j'écris, il n'y a pas de. C'est volontaire. Ça parle de triangulation. C'est pour ça que Exactement. euh, Médiation. de médiation, de Et pas de triangulation. confrontation. C'est pour ça que Oui. on fait partie des gens qui suggéreront aux managers d'aller recruter ou mener leurs entretiens annuels d'évaluation en Eh ben, marchant, par exemple. Exactement, parce que là, du Ce coup, qu'on est en quand train on de marche faire. ensemble, bah, le sujet, il est devant nous, il n'est pas entre. Voilà, c'est super. Merci Exactement. de me faire profiter de ça. Qu'est-ce que tu ressens quand le coach explose régulièrement? Donc il s'appelle autrement que Daniel Leclerc, Oui, parce dans que tu as changé les noms Oui, involontairement. mais c'était pour être plus libre Ouais. dans le propos. Mais qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce quand que tu ressens? Il explose régulièrement, il est assez colérique. T'as pas la même expérience qu'aujourd'hui à l'époque? Ah, mais je pense que c'est ce qui est assez logique. Ce monsieur, ça fait, quand je le rencontre, il a une 50aine d'années. Et ça fait, il a été joueur toute sa vie en fait, enfant. Il a été dans l'équipe de France. Il avait 18 ans. Enfin, il a été. C'est une il a sorte été- d'Aimé Jacquet, quoi, pour faire Oui, simple. voilà, exactement. Hein, dans ça, les- c'est la même ça. école. Exactement, même école. Un peu moins Et pour colérique lui, en Aimé fait, Jacquet. le meilleur moyen de faire réussir pour lui-même et les autres, bah, c'est de travailler tout ce qui ne marche pas. Et donc, il était d'une exigence avec lui-même phénoménale. Le nombre de fois où il a quitté des terrains parce qu'on n'avait pas la balle qu'il fallait, etc., en tant que joueur, les témoins t'en parlent, et en tant qu'entraîneur, c'est pareil, quoi. Et moi, d'un seul coup, je vais lui dire, tu peux être champion, mais on ne va pas pratiquer comme ça. Au contraire, quand tu verras un truc qui ne marche pas, tu dis rien. Et quand tu verras un truc qui est génial, tu essaies de comprendre et tu vas en parler. Donc donc c'est pas possible, je peux pas ne pas faire ça. Donc d'un seul coup, je remets pratiquement 50 ans de vie en question. Donc je peux comprendre qu'il soit choqué. Et puis ça a toujours marché, ma méthode, Alors, donc il n'y a aucune raison oui, de ça a changer. marché et en même temps. Ce qui a été extraordinaire, il me l'a dit après. Il m'a dit, mais si j'avais fait ça dans ma propre vie, j'aurais été sûrement beaucoup plus loin. Parce qu'il a déjà été en équipe de France et tout ça, mais il aurait pu aller plus loin. Mais il ne savait pas. Parce que pour lui, pour avancer, il fallait être dur, il fallait être méchant, il fallait être exigeant, il fallait travailler les défauts. On va reparler évidemment de ta méthode sur les points forts tout à l'heure. Tu te fais passer pour un copain en recherche d'emploi, donc tu es un peu incognito. Alors c'est pas moi, c'est lui qui décide ça. C'est lui qui décide Ouais. ça. Ouais, c'est ça. C'est lui qui C'est décide bon pour ça. ton ego, ça? On fout complètement. Non mais alors vraiment, ça me dérange pas du tout parce que moi j'aime bien être dans la lumière à un moment donné quand c'est pour moi, mais pour les autres je me mets derrière et tout va bien. Et là et lui comme il voulait pas que ça sache, parce que c'est compliqué, on parle d'un truc qui s'est fait il y a 25 ans, hein. Les coachs et ceci et cela, ça n'existait pas vraiment beaucoup à cette époque. Et donc il disait aux joueurs, à ses coachs, à tous les gens qui l'entouraient, bah, c'est un de mes potes là, il est au chômage en ce moment. Comme il s'emmerde, il vient un peu passer du temps avec nous, mais voilà quoi. Et c'était super parce que du coup, j'étais présent Ouais. et il n'y avait pas de suspicion de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il regarde. Parce que j'étais un peu le Colombo, c'est le mec qui. Ouais. On sait pas pourquoi il est là, mais. Il y en a qui t'ont posé des questions, quand même, qui ont cherché à te cuisiner. Alors, il y a eu. Non, la première rencontre du commercial dans le couloir, ça c'était extraordinaire. Je suis derrière la porte du coach, comme ça, en train d'écouter ce qu'il dit à ses joueurs.
Et il y en a un qui me tape sur l'épaule, qui me fait Hé, Ça se fait pas. pardon, mais vous faites quoi là? Bah, j'attends le coach, mais vous écoutez derrière la porte. Oui, mais c'est autorisé par Monsieur Leclerc. Ah bon, d'accord. Et là, le gars, il savait pas trop quoi faire, il est reparti. Bon, depuis, c'est devenu un ami, mais sur le coup, c'était. Bah oui, Qu'est-ce ça qu'il surprend. fait ce gars dans les couloirs du stade quand même? Avec les micros qu'on a aujourd'hui, tu pourrais avoir une oreillette et savoir tout ce qui se passe. Il y a des moments, tu as justement peut-être eu envie de faire davantage ta petite souris, puisque là, tu t'es fait gauler une fois. C'était Non, mais en fait, compliqué de continuer. après, c'était à peu près. Je ne suis jamais rentré dans le vestiaire pendant des causeries. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, ça aurait pu être très apprenant pour le Ouais, coach mais que tu étais. ouais, mais tu casses l'écosystème. C'est ça. Et en plus, pour moi, mon job était d'aider le manager, mais pas être en contact avec les joueurs. Et c'était à lui de se transformer, c'était à lui de se crédibiliser. Et alors par contre, il y avait brief, débrief, après chaque élément de rencontre. Mais par contre, oui, j'aurais rêvé de ça, mais ça servait à rien que j'y aille dans le vestiaire. Si, la seule fois où j'étais au vestiaire, c'est le jour du titre, à Auxerre. Bon, mais ça, c'était pour fêter. Ça, c'était autre chose, ouais, c'était pour boire un coup. À quel moment tu révèles ton identité du coach, du manager À qui? Daniel? À quel moment tu révèles au grand public quand tu sors ton bouquin? Ah, eh ben non, moi j'ai jamais révélé, c'est lui qui l'a révélé. C'est lui qui l'a révélé officiellement quand il a écrit son propre livre dans les années 2020, un truc comme ça, ouais, non, ça doit être 2018, 2019. Et dans son Je livre, précise qu'il est décédé. ouais, il est décédé Daniel. d'une embolie pulmonaire, ce qui a été un élément déclencheur pour que j'écrive le livre. Mm. Mais je vais le voir, il sort son livre, etc. Et dans son livre, il parle de moi, de notre rencontre, en quoi ça lui a apporté des choses, etc. Donc j'ai dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là où je lui ai demandé à l'époque, est-ce que tu accepterais que moi je raconte aussi l'histoire? Il m'a dit, mais bien sûr. Bon, puis le temps est passé et quand il a fait son embolie, j'ai dit, maintenant il est temps que je le fasse. Il a été temps de le faire. Alors, ça a été le premier déclencheur. Deuxième déclencheur, le confinement. Ouais. C'est ce qui t'a poussé à écrire. Bah oui, parce que l'année 2020, dans nos métiers compliqués, en plus, moi au mois de janvier, ma femme a un cancer, on déclenche un cancer, un myélome. Au mois de mars, il y a le confinement avec le Covid, et au mois de mai, j'ai un infarctus. Donc chez nous, c'était un peu un EHPAD, on n'avait rien à faire, on était bien pris en charge. Surconfiné. Surconfiné, mais vraiment en protection totale, parce qu'il y avait beaucoup de dangers pour mon épouse et puis pour moi aussi, entre guillemets. Et du coup j'avais 6 mois mais de temps vide, ce qui était extraordinaire, pour pouvoir écrire. Jamais j'aurais eu ça dans ma vie. Ouais. Ça a été un moment extraordinaire pour revivre une des plus belles expériences de ma vie, quoi. Alors, à quoi ressemble le Stéphane que vous connaissez pour bon nombre qui nous suivez? Stéphane qui a plein d'idées à la minute, qui connecte en permanence les gens, les énergies, les projets, les entreprises. À quoi ressemble Stéphane qui se pose pour écrire un bouquin? Alors déjà, l'image que les gens ont n'est pas forcément la bonne image, puisque moi, quand je suis chez moi, je dis rien, je fais rien. Pour ceux qui connaissent, en MBTI ou Action Type, je suis un introverti profond. Donc j'ai besoin de me ressourcer. Et dans en ma bulle. énéagramme? Et en énéagramme, je suis un 7. Un type 7, donc l'épicurien. Donc l'épicurien, mais qui a aussi besoin de se ressourcer, de se mettre dans sa bulle Bien régulièrement. Et là, je me suis retrouvé, j'étais dans mon canapé, la plupart du temps en jogging dégueulasse, je me suis pas rasé pendant 6 mois. Imaginez, ça fait une barbe comme ça. Je sais, je t'ai vu pendant le confinement. Au coin du feu, on avait fait une émission ensemble, tu te Ouais. souviens? Au coin du feu, avec mes papiers, parce que j'avais 3 classeurs de notes de l'époque, mon ordi, et puis j'écrivais de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Mais j'écrivais, voilà, petite sieste, j'écrivais, mais j'étais dans ma bulle pendant, et ça n'allait pas assez vite. Parce qu'en fait, c'est long d'écrire. Moi, je ne savais pas écrire, mais quand tu écris, 3, 4, 5, 6 pages par jour. Donc, quelque part, tes idées elles vont plus vite que ton écriture. Mais bon, et c'était, franchement, ça a été un cadeau pour moi, ce confinement, pour pouvoir écrire. Tu as été accompagné dans tes Pas du tournures, tout. dans le développement de ton intention? Rien du tout. Par contre, j'ai écrit. Et puis ensuite, j'ai fait relire Bah oui, forcément. par 12 personnes. Alors, tu avais celui qui connaissait rien au foot, mais qui était un prof de français. Tu en avais un qui lisait un bouquin par semaine. Tu avais ma fille. Il y avait plein de gens différents. Et alors là, après, je repassais à chaque fois sur mon bouquin. J'ai supprimé 150 pages. Waouh. Et pourtant, il est épais. Et pourtant, il Et, y en a et il en fait plus, 400 déjà. il réduit les marges. Voilà, ouais. Et en plus, il n'est pas bon. Mais parce que, et c'était super d'avoir cet apport de regard extérieur sur le contenu. Et donc, je réécrivais. J'ai réécrit 12 fois
le livre. Alors, c'est pas réécrire parce que tu reprends une base, mais ça c'était... alors certains sur les syntaxes, d'autres sur le contenu, d'autres sur les mots, d'autres sur les répétitions, d'autres sur le sens, d'autres sur des... On parlait d'énéagramme, le type 7 il est relié au 1 du perfectionniste. Quand la mobilisation sonne, il va chercher le perfectionniste. Ça n'a pas été trop douloureux pour toi? Pas du tout. Pas du tout parce que c'était ce temps lent, ce temps posé, ce temps d'introspection. Tu n'avais pas de téléphone, tu n'avais personne qui nous dérangeait, on était entre nous, ma femme était là. J'étais aussi très en connexion avec elle qui avait besoin de mon soutien, mais on était... voilà. Ah non, ça a été un moment, je pense que ça fait 35 ans qu'on est mariés, et je pense que ça a été un des moments les plus intenses à deux, dans une forme de silence et de partage, et en même temps d'échange, parce que mon épouse n'a jamais voulu lire le livre, ça a été la dernière lectrice. Alors qu'elle m'avait écrire tous les jours, elle aurait pu... elle voulait pas savoir. Ça a été la dernière lectrice. Elle te conseille pendant l'écriture? Elle te dit, tiens, rappelle-toi de ce jour-là? Pas du tout. Du tout. Elle s'est complètement déconnectée et ça a été la dernière relecture. Elle a voulu être la plus objective et la plus détachée possible. Ça a été un beau cadeau aussi, ça. Ouais. Parle-nous de ce score extravagant, 5-4. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est contre Cannes, je crois. Lens Cannes. Ah, bravo. Alors ça, c'est un gros tournant, j'allais dire, dans la perception du management. Pourquoi? Daniel commence à prendre conscience que les forces, ça peut marcher, quoi. Bon. Sauf que ce jour-là, le match, première mi-temps se passe très très bien. On mène contre Cannes. Cannes, ouais. 4-1. 4-1, je crois, à la mi-temps. 4-0 ou 4-1, j'ai plus la mémoire des chiffres. Mais bon. Et là, il rentre dans le vestiaire et il engueule ses joueurs. Ouais, vous me prenez pour qui? Vous êtes des sénateurs, machin. Alors moi, je le sais pas, mais je le sais par Gervais Martel qui me dit... le président. Le président qui me dit, mais attends, il s'est fâché, etc. Et si vous continuez comme ça, on va perdre le match. Alors qu'on mène 4-0, quoi. Ils arrivent sur le terrain, 47e minute, but, 50e minute, but, et à 80e minute, 4-4. 4-4. Donc, tout ce qu'il a dit pendant le vestiaire, c'est un devin, quoi. Et Gervais, pendant des années, a dit c'était un devin. Il avait vu qu'on allait se faire remonter à la deuxième mi-temps. Et on a un penalty à la dernière minute, je crois, ou 87e minute, et on gagne 5-4. On gagne quand même. Et malgré, dans le vestiaire, il engueule ses joueurs parce qu'ils n'ont pas mérité cette victoire. Et c'est logique que Gervais Martel parle du côté devin, c'est-à-dire que là, on était parfaitement dans le biais de confirmation. Exactement, sauf que, moi, c'est ce que je lui ai expliqué après. Je lui ai dit, écoute, en fait, ton équipe, c'est parce que tu leur as dit ça à la mi-temps qu'ils ont failli perdre le match. Ça marche dans les deux sens. Il m'a dit non, c'est pas possible. Ben, je dis si, c'est toi. Et ça a été un gros clash à ce moment-là, parce qu'il n'a pas voulu comprendre. Il m'a dit non, t'es des conneries, t'as rien compris, quoi. Et en fait, s'il leur avait dit continuez à jouer comme ça, monter l'exigence sur ce qu'ils avaient pu faire pour en marquer 4, ben peut-être qu'ils en ont marqué 8. Sauf que là, il les a engueulés, il leur a stigmatisé ce qu'ils ne faisaient pas, mais c'est ce qu'ils ont commencé à faire à la deuxième mi-temps. C'est QFD. Vous regardez par exemple, pour ceux les passionnés, Les yeux dans les bleus d'Aimé Jacquet, pour ceux qui la connaissent, c'est des séances de coaching extraordinaires d'avant-match, où là, Aimé Jacquet dit aux joueurs, attention les gars, contre des gens qui vont me provoquer, attention carton rouge, pas de faute. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé, Laurent Blanc, capitaine, faute. Il va refaire la même chose. On monte à 2 à l'heure. Vous avez peur, vous allez perdre, dit-il à la mi-temps de France-Croatie. Voilà. Et ils se prennent un pion. Et il redit la même chose après. Et heureusement, Lilian Thuram avec la faute de Zidane. Pareil, attention les gars, parce que c'est les plus concernés quelque part qui vont entendre le message. Ne faites pas ça, ils vont le faire. C'est ça qui est incroyable. Mais le vivre dans le vestiaire, au cœur de l'action, c'est génial d'être privilégié de ça. Ça parle de quoi cet épisode du 5-4, Stéphane? Ça parle du fait d'apprendre à se satisfaire de ce qu'on a déjà, de ne pas chercher la perfection à tout prix, de la difficulté de tenir durablement le sommet aussi. Ouais, non, enfin, je pense qu'à ce moment-là, c'est même pas tout ça. Ça, toi, là, tout ce que tu dis là, c'est avec le recul, l'analyse. Ça parle juste à l'époque de ce coach qui est insatisfait parce que dès qu'il voit un détail qui l'emmerde, il fonce dedans, quoi. Et il ne pouvait pas se retenir. Alors qu'il va apprendre par la suite, justement,
à gérer ses émotions autrement dans des situations comme ça. Notamment le match de Metz, enfin toute la fin de championnat, où là, on pouvait perdre, gagner. Il était d'une comment dirais-je, une maîtrise totale. Enfin, d'où d'ailleurs ce qui a amplifié sa posture de druide. C'était C'est son surnom. Voilà, parce que il montrait rien, quoi. Et ça, c'était très fort. Mais c'est pas naturel, on est d'accord? Ah non. De ne rien montrer quand on voit des choses évidentes se passer sous nos yeux, que ce soit en entreprise ou sur un terrain de foot. Alors, il y a le plus bel exemple qu'on peut citer actuellement, enfin mode récent, ça a été, pour ceux qui sont passionnés de football, mais c'est pas le foot qui nous intéresse, c'est autre chose. En termes de communication, c'est ce qui s'est passé en finale de la Champions League l'année dernière. On a finale entre le Real Madrid, de Ancelotti, et le Manchester City de comment s'appelle ça va revenir. Donc Manchester City City de Guardiola. Donc deux palmarès d'entraîneurs extraordinaires, l'un et l'autre. Et là, Manchester mène 2-0, 80e minute, tout va bien, il maîtrise en finale. Il reste 10 minutes, un quart d'heure de jeu, il maîtrise. Et là, le stress du coach sur le banc, pourquoi? Parce qu'il sait qu'en demi-finale et en quart de finale, le Real est revenu et a gagné. Prolongation et a gagné des matchs. Et là, il commence à baliser un peu par rapport à ce contexte. Il dit, oh là là, on arrive dans le money time, il ne faudrait pas que le Real nous refasse le coup du machin, quoi. Du coup, il commence à se mettre sur le bord du terrain et à gesticuler et à faire des gestes, à faire des changements. Enfin, et en fait, sans qu'il s'en rende compte, il a transmis son stress de manière phénoménale à son équipe qui s'est tétanisée et qui a pu jouer. Alors qu'il voulait au contraire qu'ils s'en fassent de plus en plus. Et de l'autre côté, vous aviez Ancelotti qui était comme ça, qui a un palmarès de dingue. Il est mené 2-0, il pourrait s'énerver lui. Et il est là tranquille. Et tu vois ces joueurs qui viennent autour de lui, tout ça. Et lui, il sait que ça va basculer. Je ne sais pas s'il sait, parce qu'à mon avis, à l'intérieur, c'est un volcan, quoi. Et là, il se passe quoi? 2-0, 2-1, 2-2, prolongation, Real gagne. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Et encore une fois, je relance ma question sur le manque de naturel. Ça veut dire qu'il nie ses propres, tu dis c'est sans doute un volcan à l'intérieur, il nie ses propres émotions. En tout cas, il veut pas les monter. Il veut pas que ses joueurs soient concernés par ça. Parce que si jamais, en fait, plus on commence à gesticuler, plus on commence à crier fort, plus on commence à machin, plus en fait on transmet son propre ressenti et c'est des vibrations que les autres vont sentir. Et en fait, on va les tétaniser plus de choses parce que c'est de la vibration. Hein. À quel moment tu prends conscience de l'importance d'investir sur des points forts dans ton parcours? Ça naît à quel endroit, à quel moment? Alors, ça naît il y a 30 ans, au tout début de mon métier de consultant. Moi, j'ai été élevé plutôt par un papa entrepreneur que j'adorais, mais qui me disait si je te dis rien, sois content, et si je te cause, c'est qu'il y a des choses à bouger, quoi. Sous-entendu, corriger tes fautes, tes défauts, enfin, mais comme voilà, c'est une éducation. Donc, j'ai pas été élevé comme ça du tout, quoi. Au contraire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un homme incroyable, Christian Lemoine, qui est décédé aussi depuis, et qui lui m'a fait découvrir ça. Et puis non seulement il m'a fait découvrir, mais on a été tellement loin dans le sujet que moi j'ai consacré ma vie professionnelle à ça. Donc, mais c'est un homme qui m'a fait découvrir ça, c'est pas tout seul. Hein. Et au début, j'y croyais pas du tout non plus. Hein. Je disais ouais, non, c'est bien, c'est de la théorie ce truc-là. Mais dans les faits, bon, ok. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai tellement d'exemples, parce que j'aurais pu écrire un livre sur une entreprise industrielle automobile, dans un grand magasin, c'est la même chose. Sauf que ça aurait peut-être un peu moins passionné les gens. Oui, tu aurais peut-être moins de vendu de bouquins. Voilà. Parce qu'il cartonne ton livre. Oui, Hein, il cartonne, clairement. Il est super bien. Mais c'est plus rigolo de rentrer dans une équipe de sport que de rentrer dans un grand magasin ou une usine industrielle. Mais c'est la même démarche. Et c'est pour ça que la même démarche, c'est que changeons notre regard sur ce qui se passe autour de nous. Et je trouve que dans notre société actuellement, on en a vraiment besoin de ça. Changeons le regard. Les plus difficiles à manager, c'est souvent nos propres enfants. Ah bah oui, ça c'est clair. Alors à quoi ressemble Stéphane qui applique ou qui n'applique pas le principe des points forts? Qu'il l'a fait plus ou moins. Quand je dis plus ou moins, c'est quand j'ai découvert ça, j'ai eu 4 enfants, enfin nous avons 4 enfants, et ça a été toute ma période de découverte aussi de tous ces principes-là. Donc mes enfants ont été, j'allais dire, les premiers cobayes de ça, avec plus ou moins de réussite. Alors je ne peux pas dire que j'ai réussi partout, mais il y a une chose dont je suis sûr. Les 4 aujourd'hui sont indépendants, vivent leur vie, etc. Ils ont tous confiance en eux. Au sens, ils ne sont pas plus géniaux que d'autres, mais ils ont plutôt confiance en eux, confiance dans la vie, confiance dans la société, parce que je crois qu'ils ont un peu conscience quand même de leur force. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on a les gens qui n'ont pas confiance en eux,
C'est des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils ont en eux. Et donc forcément, ils doutent. Voilà. Si tu as confiance en toi, bah tu sais, c'est comme on dit toujours cette fameuse phrase « Sors de ta zone de confort ». Ouais, mais... Ça t'agace? Mais non, c'est pas que ça m'agace, mais c'est pas possible. On peut pas sortir de sa zone de confort parce qu'on l'a décidé, ça marche pas. Par contre, plus tu auras... Surtout que la zone de confort, c'est souvent une zone de sécurité, pas de bien-être. Confort, pas bien-être, c'est parce que je me C'est quoi la sécurise. différence entre confort et Parce qu'en entre sécurité et bien-être? Parce que les gens, ils sont dans une zone de confort, c'est une zone dans laquelle ils savent à peu près ce qui va se passer. La femme battue, l'enfant martyr, le collaborateur qui n'en peut plus de sa boîte, mais il la quitte pas parce qu'il est en sécurité. Il sait ce qui se passe, il sait qui sont ses alliés, ses ennemis. Il dit j'en peux plus, mais au moins je sais ce que j'ai. Donc il ne veut pas sortir du système. C'est malheureusement. Alors que la zone de bien-être, c'est une zone de force. Et là, parce que je suis en confiance, parce que je suis en force, et bien à ce moment-là, je vais sortir de cette zone parce que j'ai suffisamment de confiance pour aller ailleurs. Donc, si on veut aider les gens pour les aider à sortir de cette zone de confort, il faut déjà les mettre en confort, mais en confort de bien-être dans leur zone, pour qu'ensuite ils aient l'énergie de partir. C'est quoi ta façon de faire? Donne-nous un exemple très concret. Leur faire prendre conscience, au moment où on le voit faire, que ce qu'ils font est génial. Donne-nous un... C'est ça. Donc, il faut en fait s'amuser à un truc. Moi je dis toujours, c'est ce que je partage dans les journées avec les managers. Quand vous arrivez le matin, cherchez pas les problèmes. Il y en a plein qui arrivent et voilà. Cherchez le sourire, le regard de la personne qui vous entoure. Et là, vous faites un stop, vous dites, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et regardez-le faire à ce moment-là. Et là, il fait un truc qui est génial. Pour lui. Non, pour lui, c'est banal. Parce que tu vas le voir, il est en train de ranger des trucs, puis là, il se marre, puis ça le fait plaisir de ranger. Puis tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je range. Non, mais tu ranges, t'as vu, c'est hyper carré, organisé. Mais tu sais que tu le fais vachement bien, ça. Attends, tu rigoles, tout le monde le fait, ça. C'est naturel. Eh ben non. qu'est-ce qui explique? J'ai juste un exemple qui est encore plus fort pour moi, de Nantes, que tu connais. L'école des sports qui est face à la Jolière. Comment elle s'appelle? Il y a plein de jeunes qui ont entre 12 et 16 ans qui vont devenir des futurs champions, toutes compétitions confondues. Je sais plus le nom de cette école extraordinaire. Je l'ai, mais j'ai pas envie de le donner. T'imagines, sinon je passe pour un Nantais voilà. qui connaît pas sa ville. En tout cas, c'est moi qui... Et il y avait à l'entrée, le directeur de cette... s'appelle Jean-Christophe, je crois, c'est de mémoire. Tous les matins, il accueille tous ces jeunes. Et il leur dit alors, comment ça a été ton match? Et toi aujourd'hui? Tous les matins, il est à l'entrée pour accueillir les jeunes, qui sont des jeunes pré-ados, 14, 16 ans, quoi. Et là, je lui dis, mais tu fais ça tous les jours? Elle me dit, oui, non, c'est normal. Un minimum, quoi. Enfin, ils passent leur vie ici, ils sont déconnectés de leur environnement familial. Enfin, tu vois, moi, je suis un peu le papa de tout le monde. Mais j'ai dit, tu fais ça tous les jours? Elle me dit, oui, non, c'est normal. Obligé, il a signé un contrat, c'est le jeu à la nantaise. Oui, ça doit être ça. Et là, je m'imagine, tu sais, dans une entreprise, le manager qui, tous les matins, va saluer ses collaborateurs avant qu'ils aillent bosser. Et il y en a pas qui font ça. Mais sauf que quand je lui ai posé cette question, pour lui, c'était normal, c'est naturel. Donc, c'est pas une force. Sauf que quand je lui ai dit, j'ai mis, tu te rends compte que ce que tu fais là? L'impact que ça a? Et là, du coup, clac, il prend conscience de ça. Et s'il en prend conscience, du coup, ça va devenir une force. Entre guillemets, une force, c'est un talent révélé. Et s'il n'y a pas de révélateur, il n'y a pas de force. Tu évoquais l'exemple tout à l'heure de c'est vachement bien, tu as fait ça au carré, et la réponse de la personne c'est normal, tout le monde fait ça. Qu'est-ce qui explique que bon nombre de personnes ont des difficultés à accueillir le compliment? Ah. Alors, je sais pas l'expliquer, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de réactions peuvent, tu les as entendues comme moi, peuvent déclarer non, mais toi t'as un truc à demander. Quoi. Oui. Il va y avoir une vacherie derrière. Une vacherie, je pense, alors je sais pas. Si, alors, en tout cas j'ai une petite idée. Tu connais comme moi S. Nakayo, Comprendre les religions pour comprendre le monde. Un bouquin, moi, qui m'a transformé la vie, c'était il y a 20 ans, mais... C'est-à-dire qu'en fonction de la culture qu'on a reçue, et je ne dis pas la croyance religieuse, mais la culture, forcément, on va avoir un regard différent sur les choses. Et nous, dans notre culture, on nous a plutôt appris à ne jamais dire que c'est bien, et surtout à ne pas recevoir, parce que c'est de la fierté mal placée, c'est de l'ego, machin. Enfin, donc quelque part, non, c'est presque se protéger en disant, si j'accepte ce compliment, je vais passer pour un pécheur, quoi. Alors que d'autres cultures protestantes, d'autres cultures polythéistes ne fonctionnent pas du tout comme ça. Donc je pense qu'il y a un effet culturel énorme là-dedans. Énorme. Et donc forcément, non, mais attends, tu sais, la fausse humilité, non, mais attendez, non, c'est simple pour moi, non, enfin, je ne vaux pas tout ça. Enfin, si. Moi je dis toujours, il faut être fier de ce qu'on a fait
et humble de ce qu'il nous reste à faire. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Parce qu'il y a des gens qui vont minimiser ce qu'ils ont fait. Oui, enfin bon. Par contre, on va tout déchirer, vous allez voir après. J'ai dit ça, après tu feras ce que tu peux, mon pote. Tu peux avoir l'ambition, mais tu sois humble pour la suite, parce qu'on verra. Donc, fier de ce qu'on a fait. Bah oui, tu l'as fait, sois-en fier. Humble de ce qu'il te reste à faire. Parce que là, peut-être, tu sais pas ce qui va se passer après. C'est la formule du jour. Ouais. Tu es toujours en contact avec les joueurs de l'époque? Alors, je suis pas en contact avec eux. Par contre, là, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je ne sais plus quelle est la date, je crois que c'est dans un mois, le 25 mars, je crois. Il y a un journaliste incroyable, un jeune journaliste qui est en train de faire un bouquin sur les 25 ans du titre. Et il organise une soirée avec tous les acteurs du titre encore vivants ou quoi que c'était. Et on va se retrouver avec tous les joueurs, les dirigeants présents pour une grande soirée. Et ça s'est jamais fait depuis 25 ans. Très bien. Jamais, je suis jamais, dispo jamais. ce soir-là et je viendrai filmer. Eh ben oui, bonne idée. À quel moment tu t'es dit que Lens pouvait être champion? Ben, vous le verrez dans le livre. Ah d'accord. Parce qu'il y a vraiment un passage C'est vrai. où ça bascule et là on se dit il y a quelque chose à faire. Et du coup, ça a été un élément déterminant parce qu'on a fait un truc à ce moment-là qui a été déterminant pour ça. Bon, ma question elle est très intéressée. Est-ce que tu penses que Lens va être champion de France cette année? Eh ben, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Ils ont tout ce qu'il faut. Moi, je suis en lien régulièrement avec Francaise, juste par amitié, par petit texto, on a eu l'occasion de se croiser. Et il fait exactement toute la même chose. Enfin, il est vraiment centré sur les forces, dans cette culture, dans ce jeu qui correspond à l'environnement du club. Et des fois qu'il y aurait un petit accident comme ce week-end avec nos chers Parisiens qui prennent les pieds dans le tapis, parce qu'on n'est qu'à 2 points d'eux quand même. Si nous on continue à être bons, mais bon, le chemin est encore long, on n'est qu'à mi-temps, hein. Mi-temps du championnat, donc tout peut se passer. Même les Nantais peuvent revenir. Ah bah, j'espère bien. Qu'est-ce que tu as cherché à nous dire aujourd'hui, Stéphane? Regardez le monde autrement. Il y a une phrase que tu connais, que j'adore, mais que je me suis appropriée. Ce que je regarde se développe. Ben oui. Et donc, ce que vous regardez a un impact sur ce qui va se passer. Donc, autant regarder ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est sympa, ce qui est bien, ce qui nous apporte du plaisir, que de regarder les emmerdes et les difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier ça, mais c'est prendre de l'énergie dans ce qui est positif pour aller traiter plus facilement les difficultés. Ça s'appelle De l'ombre à la lumière du Nord. Et comme on dit à Lens, Allez, au Lens. Nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Oh, c'est toi qui le chantes avec moi. Ah ben non, mais en fait, je te faisais signe de la chanter plus fort parce que je m'éloigne. Merci Stéphane. Allez, merci. Et Salut, sous le soleil. Sous le soleil de Marseille.